Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter une série d'exercices en lien avec le troisième chapitre, donc test d'hypothèse. Donc, on va aller à l'essentiel en traitant un ensemble d'exercices en quatre étapes. Au lieu de faire 5, 6, 7 étapes pour le test d'hypothèse, on va en prendre que 4 qui sont déterminantes. Et du coup, donc, on va faire dans la première étape la formulation des hypothèses. Et donc, c'est très important à partir donc de l'exercice de pouvoir formuler correctement les hypothèses. Et donc, comme ce qu'on a vu dans le cours, donc l'hypothèse H0, celle qu'on cherche à défendre, et l'hypothèse alternative HA ou H1. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, ce qu'on va faire, on suppose que H0 est vrai. Et donc, on cherche à défendre H0. Et du coup, il faut chercher la distribution ou la loi que va suivre X au niveau de la population. Et de ce fait, cela va impliquer que X bar va suivre une certaine loi. On va dire, par exemple, c'est la loi normale. Et à partir de là, donc, on va déterminer que T, après un changement de variable, que T va suivre une normale centrale réduite, donc 0,1. Et du coup, donc, dans la deuxième étape qui va servir à la détermination de la distribution de X, et du coup de X bar et de T, après cette étape, on passera à l'étape 3 pour déterminer les bornes, c'est-à-dire déterminer la zone d'acceptation. Une fois qu'on a déterminé la zone d'acceptation, on passera à l'étape 4 pour prendre notre décision. Et du coup, l'étape 4, c'est la prise de décision. Et la prise de décision se fait comment? On prend tout simplement X bar qu'on a dans l'exercice, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon, et de voir est-ce qu'elle appartient à notre intervalle de confiance ou pas. Elle appartient à notre intervalle de confiance et du coup on accepte H0. Si elle n'appartient pas à l'intervalle de confiance, donc dans ce sens on va rejeter H0 et accepter H1. On va voir tout cela en détail. Et donc on va commencer par le premier exercice. Voilà. L'exercice 1, il s'agit de faire une comparaison d'une moyenne à une norme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces exercices, on distingue entre la comparaison à un standard, comparaison à une norme, donc un test de conformité, est-ce qu'il est conforme à la norme, par rapport à un autre test qui s'appelle le test d'homogénéité, dans lequel donc on compare deux populations et donc à travers deux échantillons, donc comparaison de deux moyennes ou de deux proportions. Très bien. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que on mesure une certaine longueur. La longueur, donc ici, L, 4,5 cm. Et on réalise 100 mesures selon une certaine méthode. Et on en fait la moyenne donc de X bar qui est égal à 4,30. Très bien. Quelle règle de décision doit-on adopter au seuil de 5% pour décider si les mesures sont réalisées convenablement, sachant que l'écart type de la moyenne est 2? Voilà. Donc, on nous donne l'écart type de la moyenne, donc, au niveau de notre échantillon. Et dans cet exercice, ils nous disent, donc on mesure une certaine longueur, donc L qui est égale à 4,5. Qu'est-ce que c'est 4,5? C'est la norme. Et donc, on peut parler ici donc de M0. Et dans ce sens, notre hypothèse, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire de cette façon-là, dire que on a donc H0
qui est égal à quoi? Qui correspond à quoi? À M, la moyenne, on va dire qu'il est égal à M0. C'est la norme, M0. Voilà. Et M0, c'est quoi? M0, c'est 4,5. 4,5 centimètres. Si M est égal à M0 dans notre hypothèse, H0, on va dire tout simplement, on écrit ici que les mesures sont réalisées convenablement. Et dans H1, l'hypothèse alternative, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents tests. Il y a le test bilatéral, dans lequel on parle de la différence, test unilatéral à gauche, test unilatéral à droite. Donc un test unilatéral à gauche, ça veut dire que la zone de risque se trouve sur la gauche. Test unilatéral à droite veut dire que la zone de risque se trouve sur la droite. Pour nous, est-ce qu'on peut dire que c'est un test unilatéral à gauche ou à droite? Non, parce que tout simplement ici, donc, la norme c'est 4,5. Si on est beaucoup en dessous de la norme, ça ne va pas être bon. Donc c'est une zone de risque. Si on est au-dessus de 4,5 cm, trop au-dessus, donc ça ne va pas être bon. Ce qui veut dire que on parle ici d'un test bilatéral. Et du coup, on note M différente de la norme. M0. Voilà. C'est notre hypothèse H1. Voilà. Ça, c'est l'étape 1. Il nous reste l'étape 2. Et l'étape 2, il faut qu'on détermine ici la distribution de X, la distribution au niveau de la population. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la distribution? Eh bien, tout simplement, on sait que si n est supérieur à 30, x va suivre une normale. N, ici, la taille de l'échantillon, elle est de 100, puisqu'on a réalisé 100 mesures. OK? Qui nous donne une moyenne au niveau de notre échantillon de 4,30. Et il s'agit de voir, est-ce que 4,30 appartient à l'intervalle de confiance ou pas? Et du coup, donc, c'est ce qu'on doit faire. Et la solution se présente ainsi. Voilà ce qu'il faut écrire. Donc, je disais H0, M égale à M0, qui est égal à 4,5 cm. Et ici, les mesures ont été réalisées convenablement. H1, M différente de M0, 4,5, et les mesures n'ont pas été réalisées convenablement. Et il s'agit d'un test bilatéral. Donc la première des choses ici, quand vous avez un test bilatéral, il ne faut pas oublier de noter que dans ce genre de test, le test bilatéral, il faut faire le schéma. Et le schéma se retrace comme suit. Voilà. M différent de M0, donc on a dit qu'il s'agit d'un test bilatéral. Et du coup, donc pour un test bilatéral, de combien on va être différent de 4,5, de combien on va être différent de M0. Ça veut dire qu'on va accepter une certaine marge d'erreur. Et du coup, il faut déterminer les deux bornes qu'on appelle ici L1 et L2.
2. Voilà. Donc ici, c'est une zone de risque. Et de ce côté-là, c'est une zone de risque ou zone de rejet. Voilà. Zone de risque, je vais la mettre en rouge. Et la zone d'acceptation, c'est celle-ci. C'est la zone d'acceptation. On accepte 4,5 cm, ok, avec une certaine marge d'erreur, T sigma. De ce côté-là, donc, hein, sur la droite ou bien sur la gauche. Si on est trop sur la droite, on va dépasser cette borne L2 qu'il s'agit de déterminer. Et ça sera une zone de risque, zone de rejet. Et si on est trop en dessous de 4,5, on arrivera à la borne L1. On dépasse L1, ça sera une zone de rejet. Et la zone de rejet, elle est égale à alpha, donc en termes de probabilité. Et puisque ici, on a deux zones, c'est alpha sur 2 de chaque côté. Alpha sur 2. Et ici, c'est alpha sur 2. Ok? Alpha sur 2. Voilà. Et là, on aura un moins alpha qui est la zone d'acceptation. Ici, on aura donc 1 moins alpha qui est la zone d'acceptation. Voilà, on va voir donc ça avec un schéma bien fait dans la diapositive suivante. Voilà, pour le moment, il faut savoir, c'est que dès qu'on a écrit ici qu'il s'agit d'un test bilatéral, on fait le schéma, comme ça par la suite, donc on ne se trompe pas. La deuxième étape, on va écrire qu'on suppose que H0 est vrai, et donc on cherche à défendre H0. La loi de la variable aléatoire x au niveau de la population, elle est inconnue, mais comme n est égal à 100 supérieur à 30, d'après le théorème central limite, quelle que soit la loi suivie par x, l'échantillon prélevé de cette population suivra une loi normale de paramètres, espérance de x bar, sigma de x bar. Donc, hein, x bar suit une normale de ces paramètres. L'espérance de x bar, c'est m0. Donc c'est pour cette raison qu'on note ici, donc, hein, x bar suit une normale de paramètres m0 sigma de x bar. Ce qui va nous permettre d'écrire que t est égal à x bar moins l'espérance de x bar sur sigma de x bar. Et t va suivre une normale centrée réduite 0,1. Très bien, on a fait l'étape 2. Il faut passer à l'étape 3. L'étape 2, il s'agit juste de déterminer la loi qu'on va suivre x bar et donc à déterminer la loi qu'on va suivre t. Pour quelle raison? Ça va nous permettre de lire t sur la table de la loi normale centrée réduite. Voilà, donc étape 1, on formule bien nos hypothèses. Elles sont bien formulées. L'étape 2, on suppose que H0 est vrai. Et on cherche à connaître la distribution. On a connu la distribution, donc on peut lire t. Si on peut lire t, ça veut dire que là, par exemple, on peut déterminer moins t plus t. Si on peut les déterminer avec également, après on déterminera donc sigma, on calculera sigma, et donc on pourra facilement déterminer L1 et L2. Ça veut dire qu'on passe à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est la détermination de la zone d'acceptation. Et si on détermine la zone d'acceptation, ça veut dire on détermine les bornes, ça veut dire aussi qu'on détermine la zone de rejet ou la zone de risque. C'est ce qu'on va voir. Voilà.
Donc on a ici, on dit détermination de la zone d'acceptation et de la zone critique, ou de la zone de rejet. Sur H0 vrai, on peut écrire, d'après le schéma de tout à l'heure, que la probabilité que x bar soit entre L1 et L2, il est égal à 1 moins alpha. Voilà, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Ici, la probabilité que x bar soit situé entre les deux bornes, il est égal à 1 moins alpha. Voilà. La probabilité que x bar soit situé dans cette zone-là, ici, elle est égale à la probabilité correspondante. Et la probabilité correspondante, c'est celle-ci, 1 moins alpha. Voilà, est égal à 1 moins alpha, ce qui veut dire que ici, L1, c'est M0 moins T sigma de x bar, et L2, c'est M0 plus T sigma de x bar. Bien sûr, L2, qu'est-ce que c'est? C'est M0 plus la marge d'erreur qu'on va accepter. Et L1, c'est quoi? C'est l'espérance donc de x bar, c'est M0. Et donc la norme moins la marge d'erreur, T sigma de x bar. Et de cette façon, donc, on peut calculer ça. La première des choses qu'il faut faire, on cherche à déterminer la marge d'erreur, puisque M0, elle est donnée dans l'exercice. Il est égal à combien? À 4,5 cm. 4,5, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La détermination de la marge d'erreur. Et donc, pour déterminer la marge d'erreur, on doit déterminer T dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on détermine un sigma de x bar. Comment on détermine T? Eh bien, la valeur de T sera déterminée à partir de la table de la loi normale sans très réduite. De quelle façon? Eh bien, j'ai deux méthodes. Mais on choisira la méthode la plus... Vous choisissez, c'est donc la méthode la plus facile, et vous utilisez la méthode qui vous convient. Je donne deux méthodes. La première, on a alpha dans l'exercice, il est égal à 5%. On va voir l'exercice. Voilà. Quelle règle de décision doit-on adopter au seuil de 5%? Le seuil, il est de 5%. Alpha, il est de 5%. Pour alpha est égal à 5%, on sait qu'on est dans le cadre d'un test bilatéral, ce qui implique que 1 moins 5% sur 2 est égal. Et donc, tout simplement, vous remplacez. Vous faites 1 moins 0,05 sur 2. Ça va vous donner 0,975. Ça veut dire que P de T est égal à 0,975. On cherche sur la table de la loi normale la probabilité T qui correspond à cette probabilité, et on va retrouver que T est égal à 1,96. Soit on procède de cette façon-là. Et de cette façon-là, à partir, donc je l'explique à partir du schéma, voilà, on a alpha qui est égal à 5%. Et je sais que pour moi, ici, c'est un test bilatéral. Et pour déterminer T qui se retrouve là, quelque part, ici, donc, pour déterminer T, ici, je ne vais pas parler ou de moins T. Donc, si je détermine T, ici, là, ça veut dire qu'automatiquement, je peux connaître moins T. Il suffit juste de rajouter, donc, moins AT pour pouvoir donc déterminer la valeur qui serait ici. Donc, pour moi, je cherche plus T. D'accord? Plus T ici, avec alpha qui est égal à 5%, c'est 1 pour déterminer donc plus T qui est là, avec la probabilité qui correspondante. Je sais que l'air sous la courbe, toute l'air sous la courbe, ici, elle est égale à 1. 1 moins alpha sur 2. Ça veut dire que je suis en train de déterminer les probabilités cumulées.
je suis dans le cadre pour pouvoir lire t sur la table de la loi normale, je parle de probabilité cumulée. Donc, par exemple, hein, si je mets ici 4, il a 3, il a 2, ça veut dire que 4 va inclure les probabilités de 3 et de 2. Hein, c'est des probabilités qui sont cumulées. Et donc, je reviens à l'explication plus t ici. J'ai 1, l'air sous la courbe, moins la zone rouge va me donner toutes les probabilités de là jusqu'ici. 1 moins alpha sur 2. Ce qui va me donner donc la valeur de t. C'est pour cette raison qu'on a procédé ainsi. C'est pour cette raison que je disais ici 1 moins alpha sur 2. Ça va me donner cette probabilité. Et moi, je ne cherche pas la probabilité, je cherche la valeur de t. J'ai retrouvé la probabilité correspondante à t. C'est cette probabilité que je vais lire sur la table de la loi normale pour pouvoir déterminer mon t. Voilà, je fais pi de t est égal à 0,975. Je cherche sur la table de la loi normale, je trouve t est égal à 1,96. Ou bien, la deuxième méthode, je sais que je peux écrire la probabilité de cette façon-là. Probabilité de L1 inférieur à x bar inférieur à L2 est égal à 0,95. À partir de là, qui est égal à 0,95. Pourquoi 0,95? Donc 1 moins 5%, ça me donne 0,95. D'accord. Ce schéma-là correspond à quoi? Si je procède par un changement de variable t, qui est égal à x bar moins l'espérance de x bar sur sigma de x bar, je vais avoir ici moins t et là plus t. Autrement dit, je peux écrire ça comme suit. Je peux écrire ça comme ça. C'est voilà. On a procédé par un changement de variable t qui est égal à x bar moins l'espérance de x bar sur sigma de x bar. Ça va nous donner ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a vu l'année dernière, c'est pi de t, pi de plus t, moins pi de moins t. Et p de moins a, c'est 1 moins p de a. Et donc, de cette façon, pi de plus t moins pi de moins t, c'est pi de plus t moins, entre parenthèses, 1 moins pi de moins t. Ce qui va nous donner 2pi de t moins 1 qui est égal à 1 moins alpha. Et de ce fait, donc, 2pi de t moins 1 qui est égal à combien? À 0,95. Ce qui veut dire que pi de t égale à 1, pi de t est égal à 1,900 et quelques sur 2. Ça va nous donner 0,975. Et de t donc est égal à 0,975. Et je vais procéder de la même façon, chercher la valeur de probabilité 0,975 sur la table de la loi normale. Ça va me donner la valeur de t qui est égale à 1,96. Voilà, j'ai déterminé t. Maintenant, il faut que je cherche sigma de x bar. Et pour chercher sigma de x bar, voilà, sigma de x bar, je l'ai dans l'exercice. Hein? Comment je le sais? Je vais lire dans mon exercice. Qu'est-ce que j'ai? Regardez. Sachant que l'écart type de la moyenne, qu'est-ce que c'est que l'écart type de la moyenne? Sigma de x bar. 0,052. Voilà. Je l'utilise directement ici. Donc, cette équation
la probabilité de M0. M0 c'est 4,5 moins T. J'ai retrouvé T, c'est 1,96 fois quoi? 0,052. Donc ici, je vais mettre des stylés. Voilà. Et après. Voilà. Donc là, c'est 4,5 ici entre parenthèses. Ici. Voilà. Voilà. Donc 4,5 moins T sigma de x bar. Et ici 4,5 plus T sigma de x bar qui est égal à 0,95. Ce qui veut dire que x bar il est situé entre 4,39 et 4,60. C'est mon intervalle de confiance. L'intervalle de confiance c'est 4,39 .460. Voilà. Et j'aurai donc 95% de chance de retrouver x bar situé entre les deux bords. Très bien. J'ai déterminé L1 et L2. L1 et L2. Et maintenant, puisque j'ai déterminé les bornes et donc la zone d'acceptation, je passe à l'étape 4. Et l'étape 4, c'est quoi? X bar. Je cherche X bar. Il est égal à quoi? Si X bar appartient à mon intervalle L1, L2, on va accepter H0. Si elle n'appartient pas à mon intervalle de confiance, on va rejeter H0. Okay. Et donc, comme X bar n'appartient pas, est égal à 4,30, okay, et 4,30, ici 4,39 et 4,60. Donc, 4,30 n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Qu'est-ce qu'on va dire? On va accepter H1 et on va rejeter H0. Et on va dire que le problème, c'est un problème réel et il n'est pas dû aux fluctuations d'échantillonnage. Ok, ceci concerne donc le premier exercice. On va passer à un deuxième exercice. Deuxième exercice. À partir de 100 expériences de rupture en charge d'un fil, est-ce qu'on peut admettre que le poids de rupture ne dépasse pas en moyenne 832 grammes au risque de 1% avec une moyenne de 848 grammes et une variance de 5080,7. Ok. Voilà. À travers cet exercice, qu'est-ce qu'on peut comprendre donc concernant la formulation des hypothèses? Premièrement, donc, sans expérience, ce qui veut dire que n, petit n, est égal à 100. Voilà. La taille de notre échantillon, donc les expériences à renouveler. Et on parle de rupture en charge d'un fil. Est-ce qu'on peut admettre que le poids de rupture ne dépasse pas en moyenne? Le poids de rupture ne doit pas dépasser 832 grammes. Ça veut dire que si le poids de rupture ne dépasse pas, on est dans H0 et il ne dépasse pas la moyenne. Et quand est-ce que cela présente un risque ou un problème? Quand le poids dépasse 832. Si le poids dépasse 832, ça veut dire tout simplement qu'il y a risque de rupture de ce fil, de ce câble. Voilà. Et donc, automatiquement, on va écrire H0, M est égal à M0. Et donc, M0, c'est la norme. Et la norme, c'est 832 grammes à ne pas dépasser. Et dans H1, on va écrire que M dépasse, et donc M supérieur à 832 grammes. On a le risque, ici alpha est égal à 1%, et on a la moyenne. La moyenne, quand est-ce qu'on va l'utiliser? On ne va l'utiliser qu'à l'étape, à la dernière étape, 4, pour voir est-ce qu'elle appartient à notre intervalle de confiance ou pas. Ok. Et on va passer donc à la solution de l'exercice. Donc, la première étape, tout le temps, formulation des hypothèses. On formule les hypothèses. M pour H0, M égale à 832 grammes. Qu'est-ce que c'est que 832 grammes? C'est la norme. Donc, le poids de rupture ne dépasse pas la norme ici.
Normalement, on devait écrire même pas m égale, mais plutôt inférieur ou égal. Vous voyez, parce que si on est inférieur à 832 grammes, on sera dans H0. Mais par convention, on note que m égale à m0. Mais normalement, donc, comme je disais, on devait écrire m inférieur ou égal. Pour H1, m supérieur à 832 grammes. Et c'est ici où le problème se pose. Donc, quand le poids de rupture dépasse la norme. Et donc, c'est un test unilatéral à droite. Vous voyez, la zone de risque se trouve sur la droite. Si on dépasse 832 grammes, c'est là où il y a le risque. Donc, tout le temps, je vous conseille de mettre un schéma. Voilà. Et le schéma, on peut le faire comme suit. Voilà. Donc, très bien. Donc, j'ai la zone de risque se trouve sur la droite. Quand je dépasse 832 grammes. Voilà. Avec une certaine marge. Pas exactement 832 grammes. Je sais que je vais accepter une marge d'erreur. Et du coup, donc, la borne pour moi, ça va être comme dans l'exercice précédent, je disais L1, L2, je peux mettre L1 ou bien L. Et du coup, donc, zone de risque, ça veut dire, je vais la mettre en rouge. Donc, à partir de là, hein, ça, c'est une zone à risque. Quand je dépasse 832, mais pas exactement 832, avec une certaine marge d'erreur. Donc, quand je dépasse L, voilà. Et ici, ça sera la zone d'acceptation que je vais marquer en vert. Donc, ici, c'est 1 moins alpha. Ok? C'est la zone verte. La zone verte. Voilà. Et attention, tout à l'heure dans le test bilatéral, on avait écrit alpha sur 2 parce qu'il y avait deux zones. Ici, il n'y a qu'une seule zone, donc c'est alpha. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la zone sous la courbe doit être égale à 1. 1 moins alpha plus alpha, ça va nous donner 1. Tout à l'heure, dans le test bilatéral, on avait alpha sur 2 et 1 moins alpha. Donc 1 moins alpha plus alpha sur 2 plus alpha sur 2, ça va vous donner 1. Ok. Donc, notre schéma, il se fait comme suit, et une seule zone critique. Ici, alpha, qui se trouve sur la droite, donc c'est un test unilatéral à droite. Voilà. On passe donc à l'étape 2. L'étape 2, on a dit, on suppose H0 vrai. Sous H0 vrai, qu'est-ce qui se passe? Il faut déterminer la loi que suivra X. D'accord? Mais la loi que suivra X, elle n'est pas définie au niveau de l'exercice. La loi, elle est inconnue. Mais comme N, la taille de l'échantillon, on a pris une taille supérieure à 30 est égale à 100. D'après le théorème central limite, quelle que soit la loi suivie par X, donc X bar va suivre une normale de paramètre M0 sigma de X bar. Et du coup, donc, T, on peut procéder par un changement de variable. T égale à X bar moins M0 sur sigma de X bar. Et T va suivre une normale centrée réduite, 0,1. Très bien. On passe à l'étape 3, détermination de la zone d'acceptation. Dans la détermination de la zone d'acceptation, on détermine T à partir de la table de la loi normale. Très bien. On a alpha égale à 1%. Et donc 1 moins alpha. Et non pas 1 moins alpha sur 2. 1 moins alpha est égal à 0,99. On a une seule zone à risque. 1 moins alpha est égal à 0,99. Très bien. Ce qui veut dire que pi de t
1 moins alpha, et non pas alpha sur 2. Pour quelle raison? Parce que dans l'explication que j'ai donnée dans le cadre test bilatéral, et ici on est dans le cadre d'un test unilatéral, toute la zone sous la courbe, il est égal à 1. Okay? Donc, 1 moins alpha, c'est la zone verte. 1 moins quoi? Moins la zone rouge. Toute la zone sous la courbe, elle est égale à 1. Si on fait 1 moins la zone rouge, ça va nous donner toute la zone verte. Et donc, ayant comme borne ici L. Hein? On raisonne en termes de t, puisqu'on cherche la valeur de t, on peut mettre donc ici t, qu'on cherche sur la table de la loi normale. Et du coup, on peut écrire ceci, pi de t égale donc 1 moins alpha est égal à 0,99, ce qui veut dire que pi de t est égal à 0,99. Ce qui implique que t sur la table de la loi normale qui correspond à cette probabilité, il est égal à 2,33. Voilà. Et du coup, on peut écrire le risque d'erreur de première espèce, c'est la probabilité de rejeter à tort H0 et se retrouver dans alpha, dans la zone à risque. Et alpha, donc c'est quoi? C'est la probabilité de choisir H1 alors que H0 est vrai. Donc, c'est le risque d'erreur de première espèce. Et le risque d'erreur de deuxième espèce, comme on l'a vu dans notre cours, c'est bêta. Qu'est-ce que c'est que bêta? C'est la probabilité d'accepter H0 alors que H0 est fausse. Voilà. Pour nous, qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? L ou bien L1. Dans ce cas, de test unilatéral à droite, puisqu'on a une seule zone critique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que la probabilité, d'après le schéma, parce que je vous ai tout à l'heure de mettre tout le temps un schéma, pour quelle raison? Parce que tout simplement, là, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Là, qu'est-ce qu'on peut écrire? À travers, donc, je cherche à ce que x bar soit dans la zone verte. Donc, la probabilité que x bar soit inférieur à L. Vous voyez, L. Ok. Si x bar est inférieur à L, cette probabilité est égale à quoi? Elle est égale à alpha ou bien elle est égale à 1 moins alpha? Eh bien, x bar inférieur à L, on est situé ici. Donc, il est égal à 1 moins alpha. 1 moins alpha. Mais je peux écrire le contraire et dire la probabilité que x bar soit supérieur à L. Si je suis supérieur à L, si x bar est supérieur à L, eh bien, ça sera égal à alpha. Je serai ici. X bar supérieur à L, la probabilité est égale à alpha. X bar inférieur à L, je suis dans cette zone. La probabilité est égale à 1 moins alpha. Voilà, je reviens à mon... Alors, ma démonstration. Voilà, la probabilité de x bar inférieure à L1 est égale à 1 moins alpha. Et je sais que je peux procéder par un changement de variable. Je suis dans le cadre de la loi normale, sans très réduite. Je procède par un changement de variable. Probabilité de x bar moins m0 sur sigma de x bar qui est t. Il est inférieur à quoi? À L1 moins quoi? Moins m0 sur sigma de x bar. J'ai pas sigma de x bar. J'ai pas sigma. Et du coup, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'estimer. Il faut la remplacer par son estimateur sans biais. Voilà. Et de cette façon, donc, quel est l'estimateur sans biais de sigma de x bar? Je sais que sigma de x bar est égal à sigma sur racine de n. Et sigma, son estimateur sans biais, c'est S'. Très bien, donc S' sur racine de n. J'aurai qui est égal à 1 moins alpha.
Sigma est inconnu, on va le remplacer par son estimateur sans biais S'. C'est ce que je dis dans le cas d'un tirage avec remise. Pour quelle raison? Parce que dans le cas de test d'hypothèse, on considère que les échantillons sont indépendants. Et donc, j'utilise tout le temps le tirage avec remise. S' est égal à quoi? Est égal à S aux racines de S au carré fois N sur N moins 1. Voilà. Je remplace ça par leur valeur, donc S au carré, je l'ai dans l'exercice, S au carré, 5080,7, voilà, 5080,7 fois N sur N-1. La taille de l'échantillon c'est 100, donc 100 sur 99, ça me donne 71,64. J'ai retrouvé S', il faut que je la remplace ici. Donc, j'aurai la probabilité de T, ici c'est T, inférieur ou égal à quoi? À L1 moins M0, 832 sur S' sur racine de N. Voilà. Et donc, je vais obtenir la probabilité donc de T, et cette valeur-là, toute cette valeur, c'est T. T, c'est L1 moins 832 sur S' sur racine de N. Avec T, je l'ai retrouvé déjà, il est égal à 2,33. Pour retrouver donc L1, on doit résoudre tout simplement cette équation. L1 moins 832 sur S' sur racine de N, c'est T, il est égal à T à 2,33. Et donc L1, il est égal à, je le ressors ici, donc il est égal à 848,68 grammes. Ok. Donc la borne, j'ai pu la déterminer. L1, donc ici, L1, il est égal à 848,68. Très bien. Voilà, c'est le schéma ici. M0, il est égal à 832 grammes, c'est la norme. L1, il est égal à 848. Et moi, je compare, qu'est-ce qu'il faut que je compare à L1? La norme ou bien la moyenne? La moyenne que j'ai retrouvée sur mon échantillon. Donc X bar, il est égal à... Attendez, X bar. Il est égal à combien X bar? Donné dans l'exercice. Voilà, il est égal à 848. Je vais voir. Est-ce que 848 se retrouve dans la zone d'acceptation, la zone verte, ou bien au-dessus de la borne, ici? Donc, il se retrouve là. 848. Il est quelque part là. Je suis dans la zone d'acceptation. Et donc, j'écris X bar est égal à 848 et 848 qui est inférieur à la borne. Et la borne L1, c'est 848,68. Donc on accepte H0 et on rejette H1. Et on peut écrire, on peut admettre au risque de 1% que le poids de rupture ne dépasse pas en moyenne la norme de 832 grammes. Et la différence constatée de 16 grammes, la différence c'est la norme qu'on a par rapport à la moyenne. Donc la moyenne c'est 848 et non pas 848,68. C'est 848 moins 832 qui est égal à 16 grammes. Cette différence observée ou constatée, il est due seulement aux fluctuations d'échantillonnage. Et donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, on a résolu le deuxième exercice. On passe au troisième exercice. Dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on a? On prélève un échantillon de 100 pièces à partir de la production d'une machine. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 12 pièces défectueuses. Ok. Ça veut dire que les 12 pièces défectueuses sur l'échantillon, il ne s'agit pas de la norme.
Est-ce qu'on peut admettre que la proportion de pièces défectueuses produites par cette machine est de 1 sur 6 au risque de alpha, qui est égal à 5%? Voilà. À partir de cet exercice-là, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on peut admettre que la proportion de pièces défectueuses par cette machine est de 1 sur 6? Il s'agit d'un test bilatéral, un test unilatéral à gauche, un test unilatéral à droite. Est-ce que... Voilà, on est dans le cadre de la comparaison d'une proportion et non. Donc on est dans le cadre de la proportion et non pas la moyenne. Et donc, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire la chose suivante. C'est que H0, ici, H0, qu'on cherche à défendre, donc c'est la proportion qui est égale. Par convention, on écrit égal. À quoi? À P0. Et P0, c'est quoi? P0, c'est 1 sur 6. D'accord? Attention, n'écrivez pas 12%. Ici, 12 sur 100. Parce que on avait dit que tout ce qui ici, par rapport à la proportion qui relève de l'échantillon, on l'utilisera à la dernière étape pour comparer, pour voir est-ce qu'elle appartient à l'intervalle de confiance ou pas. Et H1, dans H1, il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. L'énoncé de l'exercice, je suis là. Est-ce qu'on peut admettre que la proportion de pièces défectueuses est 2? Ça veut dire, je suis dans une usine. Hein, vous êtes le directeur de l'usine ou le chef de production. Et du coup, donc, ce qui est dans votre intérêt, c'est de ne pas avoir beaucoup de pièces défectueuses. C'est pour cette raison que vous avez une norme. Et la norme, c'est 1 sur 6. Donc, si c'est inférieur à 1 sur 6, ça va être bon. Il n'y aura aucun problème. Inférieur au standard, inférieur à la limite qu'on détermine. Mais si supérieur, c'est là où cela pose problème. Donc, on va écrire P supérieur à P0. Si vous avez des pièces défectueuses avec un pourcentage supérieur à 1 sur 6, c'est là où il y a un problème. Mais si c'est inférieur, par exemple là, on peut écrire P inférieur ou égal à P0. Et on sera donc H0. Et qu'est-ce qu'on peut écrire? Par exemple, là, la proportion de pièces défectueuses ne dépasse pas la norme. Et ici, la proportion de pièces défectueuses produites par la machine dépasse la norme. Donc, si on a ça, on va dire qu'il y a un problème réel et il faut réparer la machine. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la première étape. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait écrire. Donc, je disais, ici, formulation des hypothèses. Très bien. La proportion des pièces défectueuses est conforme à la norme. P est égal à P0. Mais si P est supérieur à P0, on est dans H1. La proportion des pièces défectueuses n'est pas conforme à la norme. Ce n'est pas un test bilatéral. Pour quelle raison? Pour la raison simple, c'est que si on a la proportion de pièces défectueuses inférieure à la norme, on sera dans la zone d'acceptation. On suppose H0 vrai, et donc il s'agit de déterminer la distribution. Tout à l'heure, c'était la détermination de la distribution de X bar. On est dans le cas de la proportion. Et donc, détermination de la distribution de F, de la fréquence.
Comme la loi de la variable définie au niveau de la population est inconnue, on a n est égal à 100 supérieur à 30, d'après le théorème central limite, quelle que soit la loi suivie par x, f va suivre une normale d'espérance f de paramètres espérance de f et sigma f, ce qui veut dire qu'on peut procéder par un changement de variable t qui est égal à f moins p0 sur sigma f et qui va suivre t va suivre une normale centrée réduite, donc 0,1. Ok, on passe à l'étape 3. L'étape 3. Donc, il s'agit de déterminer la borne, la zone d'acceptation. Et premièrement, on doit déterminer t. Alpha est égal à 5%. On est dans le cadre d'un test unilatéral avec une seule zone à risque. Donc 1 moins alpha est égal à 0,95. Ce qui veut dire que P de t est égal à 0,95. On va chercher la valeur de t qui correspond à cette probabilité sur la table de la loi normale centrale réduite. On trouve t est égal à 1,64. Très bien. Et donc on va déterminer L1. Donc on a la probabilité d'accepter H1 alors que H0 est vrai et est de 0,05. Donc c'est alpha. Okay. Donc il s'agit d'un test unilatéral à droite. Et alpha est égal à quoi? La probabilité que la fréquence soit supérieure à L1. Donc je disais tout à l'heure qu'il fallait faire un schéma quand on arrive ici, là. C'est un test unilatéral à droite. Ce qui veut dire que on peut écrire, on peut faire ce schéma-là, juste après la première étape. Voilà. Ok. Test unilatéral à droite, ça veut dire que la borne se situe là. Ok. Avec le risque là. Et on a dit P0 avec une certaine marge. L. EL. Hein? On peut noter L comme L1, il n'y a pas de problème. Et ici, ce sera la zone d'acceptation. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Que la probabilité pour que F soit... Attendez, je vais écrire ça. Donc, zone d'acceptation en vert. 1 moins alpha. 1 moins alpha. Et ici, c'est alpha. On a une seule zone de risque, alpha. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Que la probabilité pour que F, tout à l'heure c'était X bar, dans le cas de la moyenne, on est dans le cas de la fréquence, proportion, F inférieur à L est égal à quoi? Alpha ou 1 moins alpha? La probabilité est égale à 1 moins alpha. Okay. La probabilité que F, la fréquence ici, soit inférieure à L1, quand on est inférieur à L1, il est égal à 1 moins alpha. La probabilité que F soit supérieur à L1, il est égal à alpha. Voilà. C'est ce qu'on va écrire ici. La probabilité de F supérieure à L1, il est égal à alpha. La probabilité de F inférieure à L1, il est égal à 1 moins alpha, 0,95. Très bien. On procède par un changement de variable. La probabilité de T, qu'est-ce que c'est que T? C'est F moins P0 sur sigma de F, inférieur à quoi? Donc à L1 moins P0 sur sigma de F. C'est ce qu'on écrit ici. Il est égal à 1 moins alpha. Avec donc l'espérance de F, bien sûr,
il est égal à P0 qui est égal à 1 sur 6. C'est la norme. Sigma F est égal à quoi? Est égal à sigma sur n racine donc de sigma sur n. Et sigma, il est égal à quoi? Il est égal à P0 fois 1 moins P0. Alors ça c'est P0. Voilà. Il est égal à P0 fois 1 moins P0 sur N. Et P0, il est égal à quoi? Donc on prend la norme. On a dit que on ne prend pas la fréquence parce qu'on est dans le cadre de la comparaison à un standard. D'accord? Et la fréquence, quand est-ce qu'on va l'utiliser? À l'étape 4. Et donc, comment on compare un standard? Il faut le prendre également ici. On s'écarte de combien par rapport à un standard, par rapport à la norme. Et la norme, donc, P0. Donc, pour calculer sigma de F, on va prendre la norme. P0 fois 1 moins P0 sur N est égal à 0,17 fois 0,83 sur N. N est égal à 100. Voilà. Et on retrouve 0,037. Très bien. Ce qui veut dire qu'on revient à notre équation là, c'est la probabilité de T inférieure à L1 moins 1 sur 6 sur sigma de F. 1 sur 6 et sigma de F, on l'a calculé, il est égal à 0,037, voilà, qui est égal à 0,95. Très bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceci est égal à T. D'accord? La probabilité de T inférieure à T égale à 0,95. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ceci, c'est quoi? C'est pi de T. Et pi de T est égal à 0,95. Très bien. Donc, on va la lire sur la table de la loi normale. Cette probabilité correspond à T égale à 1,64. Pour retrouver L1 maintenant, on va résoudre l'équation. L1 moins 1 sur 6 sur 0,037 est égal à T est égal à 1,64. Voilà. Je retrouve donc L1 facilement. L1 égale à 1,64 fois 0,037 plus 1 sur 6. Et 1 sur 6, c'est 0,17. Et donc, L1 égale à 0,23. Très bien. Donc, on passe à l'étape 4. Et l'étape 4, il s'agit de prendre la décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Concernant la règle de décision, donc, à prendre ici, on va voir F. F, la fréquence, au niveau de notre échantillon, il est égal à 12%. Est-ce qu'il est inférieur à la borne ou bien supérieur à la borne? Ce qui veut dire que 12%, ici, on disait probabilité donc F, c'est 12%. Est-ce que 12% est inférieur à L1 ou bien supérieur à L1? Inférieur à L1, on est dans H0. Supérieur à L1, on est dans H1. Ok. 12%, il est inférieur à L1. On accepte H0 et on rejette H1. Et donc, on peut écrire, on peut admettre au risque de 5% que la proportion de pièces défectueuses produites par cette machine est de 1 sur 6. Et la différence constatée, et donc concernant la différence constatée, on va mettre la valeur absolue. Donc F moins P0, ce qui veut dire que 12% moins 16,67%, qui est égal à 4,67%. Cette différence entre la fréquence et la norme, elle est de 4,67%. Elle est due seulement aux fluctuations d'échantillonnage. Elle est due
aux seules fluctuations d'échantillonnage et non pas à autre chose. Voilà, donc on s'arrête là et on fera la suite la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on fera d'autres exercices pour tout ce qui reste sur les types de tests d'hypothèses. Voilà, merci et à très bientôt.